Alors merci tout le monde de vous être déplacés, ça fait vraiment plaisir de voir du monde à Tarnos. Donc pour la venue de Loïc et de tous les intervenants que vous pouvez voir sur la table. Alors bon, on vous remercie à tous de vous être déplacés avec vos compétences respectives. Donc notre idée c'était de se retrouver dans le cadre des présidentielles et de comprendre un peu ce qui se passe autour de nous. Donc je vais laisser chaque intervenant se présenter de manière succincte et ensuite je vous expliquerai le déroulement de la soirée. Ok? On commence par toi? Merci Caroline. Donc Loïc Prudhomme, je suis député de la Gironde. Ça va, c'est assez succinct pour la France Insoumise. Voilà, engagé dans cette campagne, bien sûr, de l'Union Populaire pour porter des idées et défendre un programme. Et je suis ravi d'avoir à mes côtés deux intervenants, notamment, mais tous les autres d'ailleurs, mais particulièrement Victor Pachon pour la CAD et Pierre Bertrand pour Attaque sur deux thématiques sur lesquelles je me bats particulièrement en ce moment, sur la question de la LGV notamment, puisque vous savez que la LGV Bordeaux-Dax, comme son nom l'indique, elle part de là-haut, donc nous aussi on bataille et on fait rail dur. Encore cette semaine il y avait des manifs et je suis là-dessus particulièrement engagé. J'avais notamment débusqué le fameux amendement sur l'impôt LGV à 24 millions d'euros par an, donc on fait rail là-dessus. Et puis sur la question de l'alimentation, vous savez de mon implication, j'ai mené une commission d'enquête parlementaire. Vous pouvez aussi trouver, je l'ai porté là à l'entrée, un bouquin sur la malbouffe que j'ai pu écrire avec Tiffaine Morin. Et donc voilà, je serais ravi de discuter avec Pierre Bertrand et les gens d'Attaque sur comment on remet le système alimentaire, le système de production alimentaire à l'endroit, parce qu'aujourd'hui, comme tout le reste, beaucoup de choses marchent sur la tête. Ok, merci Loïc. Je te laisse te présenter. Je suis Victor Pachon, je suis le président du collectif d'associations de défense de l'environnement qui regroupe 67 associations. Et je veux dire aujourd'hui que, bien sûr, nos associations sont des associations de village, souvent, et que c'est un reflet varié d'opinions politiques, vous le comprenez bien. Donc, notre collectif n'est pas apolitique, mais il est indépendant des partis politiques. Voilà, mais on ne rechigne pas quand on est invité, que ce soit les Verts, que ce soit le Parti Socialiste, et aujourd'hui la France Insoumise, on ne rechigne pas à venir expliquer nos positions. Voilà, et donc on a déjà fait ça, et Loïc a toujours transmis Le micro. Loïc a toujours transmis nos doléances, etc. Donc aujourd'hui, on vient vous informer. Sans doute, on se consacrera au sujet brûlant du jour qui est la LGV. Mais pour ceux qui sont du coin, ils savent bien que le cadre, c'est pas que la LGV, c'est la radioactivité à Perpignan, etc., etc. Ok, à ce propos, je te laisse simplement présenter l'action de demain. Comme ça, tout le monde aura l'information. Oui. Et demain, nous organisons une marche aux limites de Retz et de Saint-Pé, où nous avons planté une stèle qui symbolise notre résistance au grand projet inutile et imposé, destructeur et coûteux, qu'est la LGV. Et donc, nous ferons une marche, et à partir de cette stèle, nous enverront notre communiqué à la suite de la décision ce matin de la CAPV Pays Basque, où tous les délégués communautaires des 158 communes du Pays Basque ont voté non pas contre le financement, mais contre le principe même du GPSO, à 144 voix contre 41. On va un peu fêter ça en même temps, non, et revenir sur cette stèle. C'est un départ à 14h15. Et dans le site du CAD, vous trouverez l'endroit du départ. Voilà. Ok, alors comme on en est au moment des applaudissements, je tiens à préciser aussi que l'agglo de Dax a voté contre. Et on remercie Martine pour son intervention. Et c'est aussi grâce à toi qu'ils ont fait pencher la balance en la faveur de la non-construction, de la non-participation au financement de la LGV. Alors on peut applaudir Martine qui est là.
Ok, Pierre. Pierre adore les micros. Oui, bien sûr. Bonsoir. Alors, je suis Pierre Bertrand. Je suis co-porte-parole d'Attaque Marsan, donc à Mont-de-Marsan. Bon, je remercie Caroline et ses amis de nous avoir conviés à cette soirée. Quand elle m'a demandé si on pouvait amener l'expertise d'Attaque sur les transports ou l'alimentation, j'avoue que je ne suis pas forcément expert dans ces domaines-là. Par contre, je lui dis, mais il y a un sujet qui serait intéressant de porter, c'est le projet de sécurité sociale de l'alimentation. Alors, il faut savoir que à Attaque, mais je pense que c'est valable pour les autres organisations, on est souvent en train de lutter contre des grands projets inutiles, contre l'évasion fiscale, dénoncer les pratiques d'Amazon, etc. On fait bien sûr des propositions, mais on a du mal à se défaire un peu de l'emprise du système actuel, c'est-à-dire le système capitaliste, l'idéologie néolibérale. Et même intellectuellement, c'est pas évident de porter des projets qui sortent vraiment de ce cadre-là. Et je pense que là, on a affaire à un projet, la sécurité sociale de l'alimentation, qui est à la fois révolutionnaire et, à mon sens, réaliste. Alors révolutionnaire, pas tant que ça, puisque on a déjà là, comme dirait Bernard Friot, grand spécialiste de la sécurité sociale, puisque la sécurité sociale, telle qu'elle a été conçue en 1945, nous donne quand même des éléments. Donc, en quoi consiste cette sécurité sociale de l'alimentation? Il part du constat que l'alimentation est quand même dominée par l'agro-industrie, par les multinationales, enfin la grande distribution, et surtout, tous les gens, suivant leur situation, n'ont pas tous le même accès à une alimentation de qualité. Et c'est même pour beaucoup, pour les plus pauvres, une variable d'ajustement de leur budget. Certains ont du mal à finir les fins de mois et donc mangent moins, ou sont amenés à prendre des produits de mauvaise qualité. Donc l'objectif, c'est de garantir une alimentation de qualité pour toute la population. Alors je ne sais pas si je dévoile déjà le contenu de ce projet. Non, je garde un peu de suspense. Voilà. On m'avait dit 3 minutes, je suis bon. C'est à 2,45. Voilà, bon, mais je n'en dis pas plus, on va travailler dans les groupes et on en ressortira quelque chose après. Ok, merci Pierre, vous pouvez poursuivre. Donc bonjour, je suis Stéphane Lecointre, délégué syndical central de Force ouvrière dans l'entreprise La Baillerie. Donc je suis là pour vous parler des conditions de travail dans l'agroalimentaire, notamment suite au conflit qu'il vient d'y avoir récemment. Ouais. Voilà, j'ai été beaucoup plus court. Merci. Bonsoir, je suis Bertrand Latayane. Ce soir-là, j'interviens pour l'association TCA, Tarnos la Citoyenneté en Action. Et par ailleurs, je suis à la France Insoumise. Donc c'est une association locale, une petite association par le nombre. L'objet de cette association, c'est de sensibiliser et d'essayer de diffuser de nouvelles pratiques. Alors, on a différentes choses. Sur le volet alimentation, donc on essaie de défendre les circuits courts. Il y a quelques années, on avait repéré un terrain communal qui était un terrain agricole, qui était à l'abandon. On avait déposé un projet pour remettre en culture ces terres. C'était un projet qui était quand même assez travaillé, d'agroforesterie. C'était en 2016. On l'a déposé en mairie. Bon, on est une petite association, on n'a pas les moyens de prendre en charge le projet. Et puis on se rend compte que 4 ou 5 années après, la mairie est en train de remettre en culture ces terres, est en train d'y refaire de la production agricole. C'est pas tout à fait le projet qu'on avait déposé. Et, ils l'ont fait. Et ils l'ont fait finalement. Et voilà, dans une petite association comme ça, on peut arriver. On avait fait la même chose avec un atelier économie d'énergie. Bon, il y avait tout un kit de récupérateur d'eau pour utiliser l'eau de pluie, non seulement pour arroser, mais aussi pour faire nettoyer, alimenter ses WC.
Il n'y a pas besoin d'utiliser de l'eau pour boire, Et là, on se rend compte maintenant, là, quelques années après aussi, qu'à la communauté de communes, ils subventionnent des récupérateurs d'eau pour voilà, éviter le gaspillage des ressources, tout simplement. Et voilà, au niveau local, on peut faire ça, et puis on peut aller plus loin. C'est ce qu'on avait fait aussi avec l'association, je pourrais en reparler pendant l'atelier, où il y avait un grand projet de centre commercial sur des terres qui étaient agricoles. Donc là, on a fait de la lutte plus sur le terrain, où on s'est opposé, on a manifesté, on a fait assez de bruit finalement. Alors c'est pas que grâce à nous que le projet a été arrêté, mais les terres sont toujours pas construites. On pourrait en faire du bio là maintenant, parce qu'on est 5 ans après. Il y a 5 ans déjà, on portait un projet de régie qui pourrait alimenter les cantines de la communauté des communes, des écoles maternelles et primaires. On le porte toujours, le projet. Bon, voilà pour dire quelques mots de notre association. Merci Bertrand, et on va terminer avec le dernier intervenant. Je te laisse te présenter. C'est bien, le dernier, c'est toujours le mieux. Le meilleur pour la fin. Bon, moi c'est Michael Écoute, je suis agent SNCF et en corrélation avec ce qui va se dire ce soir, on va parler de la lutte des cheminots contre cette diversité un petit peu, comment dire, cette inégalité encore qui va se creuser, que voudrait que Rousset creuse avec cette LGV, où ce transport à 2 vitesses, celui des plus riches, 17 milliards, celui des plus pauvres, 0. Et voilà, on va surtout parler de ça, de la défense des cheminots pour le service public, aussi pour essayer d'étayer un peu toutes ces fausses informations de cheminots soi-disant fonctionnaires, ce qui n'est pas le cas, ce qui nous permet aussi de vous montrer qu'on peut se battre tout en étant conscient du travail qu'il y a à faire pour amener un service public digne de ce nom et pour tout le monde, avec des vraies propositions et un vrai constat dont le cadre nous donne exemple avec cette LGV qui est une ineptie à l'heure actuelle. Merci. Ok, donc merci tout le monde de vous être présenté. Donc vous l'avez compris, l'objectif c'est pas que vous restiez assis sur une chaise à écouter des gens parler. En général, on essaye d'être un peu actif. Alors, il y aura 6 tables rondes de l'autre côté de la salle. Vous choisissez votre thème. Alors, c'est des tables rectangulaires, mais vous avez compris le principe. L'idée, c'est que chaque intervenant va approfondir donc, sa lutte ou ce qu'il essaye de défendre. Et à chaque table, il faudrait un rapporteur. Et à la fin des ateliers, qui vont durer environ une demi-heure, un rapporteur viendra présenter une argumentation sur le sujet qu'il a choisi. Donc je vous propose de choisir de manière équitable un sujet, d'aller en discuter. Vous pouvez partager vos expériences, vos luttes, vos actions, et ensuite on essaye de revenir en grand groupe pour que tout le monde ait un maximum d'informations. Ça vous convient? Attention, top départ, vous choisissez une table de l'autre côté de la salle. Et vous en avez environ pour une demi-heure. Bien, on va faire un retour sur les ateliers. Vous venez vous asseoir. Ok, j'espère que vous vous êtes tous régalés à discuter dans vos ateliers respectifs. Maintenant, on a tous envie de savoir ce qui a été dit et de pouvoir aiguiser notre argumentation quand on nous parlera de ces divers sujets. Donc on va commencer par Patricia peut-être? Non, pas forcément. Voilà, donc... Oui, on va commencer par Patricia qui a participé à l'atelier LGV animé par Victor. Donc on te laisse nous rapporter l'argumentation s'il te plaît. Je suis désolée, mais tous ces gens avaient des tas d'idées, des tas de questions et tout ça, et c'est vraiment très compliqué de faire une synthèse. Donc on est parti de Mont-de-Marsan, là, qui fait comment on dit pardon? D'accord, vous n'entendez rien? Donc on parle de... C'est bon là? Je vais dans les oreilles. Donc il fait les informations, parce que donc Mont-de-Marsan a été déclaré comme cul-de-sac. Voilà, alors qu'auparavant c'était une ville qui pouvait desservir des tas de régions autour. Voilà. Donc Victor nous a expliqué cette lente mort du trafic autour de Mont-de-Marsan. À savoir que
il y a eu un choix de la SNCF hein, de faire une société de prestige qui s'adresse seulement à 9% de voyageurs. Tous les trajets transversaux, c'est pas très passionnant. Voilà, donc on a évoqué le problème du fret, qui a été détruit aussi complètement, et que le privé s'est intéressé au fret, pas du tout. Voilà, les sociétés privées sont venues, puis ont fait le tri dans les services rentables pour fabriquer des trains complets, au détriment donc des wagons isolés. Tout le monde suit bien ? Très bien. Et tout ça, effectivement, la mort du fret, eh ben, ça a créé un mur de camions, le mur de camions qu'on a sur les routes. Donc on a posé la question de savoir que disaient les entreprises. Est-ce qu'elles trouvaient qu'elles avaient fait un bénéfice avec les camions par rapport aux wagons isolés. Et en fait, Victor nous a expliqué qu'elles s'étaient fait avoir parce qu'elles avaient rénové leurs aiguillages, chacune avait rénové son aiguillage dans son entrepôt, quoi, et qu'en fait, ça n'avait servi à rien du tout puisque tout avait été démoli sur le fret. Voilà. Et le privé se sert de la SNCF pour qu'elle entretienne les voies. Il y avait eu, Tarnos, vous connaissez bien le projet pharaonique de Tarnos, là, qui a été abandonné quand même. Je sais pas, vous pourrez en parler mieux que moi, parce que je sais que je suis venue, mais je me souviens plus en quelle année. Voilà. Et donc le fret n'a cessé de diminuer depuis des années, donc créant de nombreuses pertes d'emplois et augmentant le profit des camionneurs. Voilà, et donc pour notre ami Monsieur Rousset, c'est le chef des menteurs, lui, depuis qu'on le connaît, hein, depuis longtemps. Il nous a toujours menti sur cette LGV, à savoir que c'est lui qui voulait une ligne de voyageurs à tout prix, le fret ne le passionnant pas, et donc il voulait absolument une LGV. Donc il nous a glissé dans tous les sens que la ligne était saturée. Il y a de doux rêveurs qui sont allés dormir sur les voies pour compter les trains, ils n'étaient pas d'accord. Et donc, Rousset a toujours prétendu que la rénovation coûterait plus cher que de faire du neuf, Et donc, Victor peut vous expliquer que les temps gagnés prétendus sont complètement inventés. Qu'il fut un temps où il y avait un observatoire des trafics où on pouvait vérifier ce qui passait sur les lignes. Cet observatoire le rapport de l'observatoire des trafics a disparu donc depuis 2018, et donc ce qui permet d'inventer des trains fantômes. C'est bon, tu corrigeras, d'accord? J'ai noté ce que tu as dit, Victor. Train fantôme. Non, ouais. C'est vrai, les trains fantômes, c'est vrai. Bon. Tu veux corriger tout de suite ou Non, je veux dire, tiens, il y avait deux types d'observatoires des trafics. À l'issue des grosses manifestations contre la LGV, etc., le préfet de région avait instauré une fois par an à la sous-préfecture de Bayonne un observatoire des trafics qui était chargé de dire « On vous avait dit qu'en 2020, plus rien ne passerait, 190 trains de fret allaient congestionner les voies, et donc, dès qu'on aura un signe de saturation, il va falloir commencer les travaux. » Voilà, ça c'est l'observatoire des trafics. Cet observatoire s'est arrêté en 2014 sur le fait qu'ils ont été obligés de reconnaître qu'ils avaient compté 2 fois les trains de voyageurs en gare de Bayonne. Et ils ont arrêté parce que tous les indicateurs montraient une chose: il y avait moins de trains qu'avant. Donc ils attendaient la saturation, il y avait moins de trains qu'avant. Donc les estimations qui étaient 170 trains de fret au Pays Basque, 180 trains de fret dans les Landes, 190 trains de fret au sud de Bordeaux en 2020, hélas, c'était foutu pour la ligne, parce qu'on ne pouvait plus avancer un petit doigt. Eh bien en vérité, aujourd'hui, il y en a 14. Voilà.
C'est-à-dire qu'il y en a moins qu'en 1999. Voilà. 14, ça veut dire 7 par sens. Et Hendaye-Bayonne, c'est encore moins, il y en a 5 par sens. Là où autrefois, il y en avait 10 par sens. Voilà. Et alors, nos difficultés quand cet observatoire a été fermé, faute de combattants adverses, hein, vous avez compris, parce que la région, il y avait longtemps qu'elle ne mettait plus les pieds. Monsieur Berger, là, il avait déclaré forfait, comme ce matin d'ailleurs. Voilà, ce matin non plus, il n'était pas là. Voilà, et voilà, quand cet observatoire s'est terminé, on s'est trouvé en difficulté pour avoir des chiffres. En face de nous, il y a eu quelqu'un qui avait des scrupules. Voilà. Et un beau jour, j'ai pris un café avec lui et il m'a donné la carte des péages. La carte des péages où il y a tous les trains. Voilà. Et donc on a eu celle de 2014. Et après, surprise, à la région, on a inventé un autre observatoire des trafics à la région qui éditait une revue tous les ans, enfin 2 ans, en 2016 et en 2017. Et surprise, il y avait la carte des péages, avec pour chaque tronçon, tous les TGV, etc. Et on avait, oui, ils étaient là, les 14 trains de fret, mais aussi les 39 trains de voyageurs. Et donc on avait des lignes occupées à 1/3 de leur capacité. Là où Rousset se répand à l'heure actuelle en disant au sud de Bordeaux, on ne peut plus avancer, il envoie des lettres à Cassette en disant c'est foutu, là c'est. Il passe aujourd'hui 99 trains sur une ligne qui peut en accueillir 264. Voilà. Et chez nous, c'est encore pire. Voilà, c'est encore pire. Voilà, plus on descend, c'est sûr que c'est le plus à Bordeaux, plus on descend. Donc, nous, par exemple, au Pays Basque, on a le taux d'occupation de la voie, c'est 27%. Voilà. C'était un autre observatoire des trafics. Et donc, quand on a commencé à utiliser les cartes de la région, parce que notre spécificité, c'est que tout ce que l'on a démontré, on les a démontrés avec les documents de nos adversaires. Voilà. Donc on a pris ces cartes et on les a mis en face des estimations du débat public pour montrer à quel point le débat public, il nous avait pris pour des merdes. Voilà. Et donc, eh bien, au bout de 2 ans, ils ont arrêté de publier. Donc on n'a pas 2018, on n'a pas 2019, on n'a plus 2019. Ils ne publient plus leur observatoire des trafics. Voilà. C'est-à-dire que quand on a la fièvre, le meilleur moyen de ne plus avoir de fièvre, c'est de casser le thermomètre. Voilà. Alors, je vais finir avec ce que je trouve moi être une bonne nouvelle, c'est donc le vote de la CAPB. Hein, vous êtes au courant. Voilà, donc 144 contre le principe même du projet. Voilà. Maintenant, la lutte n'est pas finie. On les connaît trop bien, on sait bien qu'il y a des visiteurs du soir, etc., etc. Voilà. On sait bien que ça va continuer, mais c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, c'est la première fois qu'un territoire dit on ne veut pas de la LGV, ça va nous amener des merdes, ça va nous amener des prix du foncier qui va augmenter, etc., etc. On va donner des territoires, on va donner des milliers d'hectares, on va donner des centaines d'exploitations agricoles, etc. On va détruire tout ça, alors qu'il y a la place, et qu'aujourd'hui, le monde de demain, il doit être plus sobre et plus respectueux. Et que donc, c'est comme... si vous avez un moulin à café et qu'il casse au bout de 15 jours, vous n'êtes pas content. Vous aimeriez un moulin à café qui tienne longtemps. Personne ne se sert. Voilà. Mais bon, c'est pour vous dire, c'est comme l'obsolescence, ça se programmer, quoi. C'est-à-dire, voilà, il nous faut un prestige. Je vais vous citer le cas le mieux du prestige. C'est cité par un ancien président de la SNCF qui a fait un peu de prison quand même, parce qu'il y avait un peu de corruption en total. Mais il avait fait un bouquin, et il disait qu'à l'époque, quand la LGV est arrivée à Poitiers, De Villiers, il voulait à tout prix qu'il y ait une rame de TGV qui arrive chez lui. Et donc, ils ont accepté. Mais comme il n'avait pas d'électricité dans les voies ferrées qui arrivaient chez lui, ce sont 2 locomotives diesel qui les ont amenés jusqu'à sa gare, et il a paradé devant tous les journalistes sur la LGV. Voilà, c'est ça. La LGV, c'est l'orgueil et la vanité des grands élus. Mais le reste, c'est la destruction des emplois cheminots. Voilà. Et donc,
et la destruction de l'environnement, etc. Voilà, c'est juste de donner à grailler au grand groupe du BTP. Voilà, je crois que c'est ça le principe. Et pour finir, alors on a quand même parlé de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire un TGV, je vais très rapidement. Là. Un TGV, il lui faut 15 km pour atteindre la grande vitesse, il lui faut 15 km pour s'arrêter. Donc si vous avez une gare tous les 30 km, comme c'est le cas avec Astigarraga, Bayonne et Dax, eh bien, il faut les liquider, ces gares. C'est pour ça que la LGV, elle contourne Dax, et la LGV, elle passe pas à Bayonne. La LGV, elle passe à Vacheforêt, et elle traverse de l'autre côté à la Ronce. Et donc, il y a des trains qui s'arrêteront à Dax. On les a enregistrés. Il nous a fallu plusieurs réunions pour qu'ils nous répondent. Et quand ils nous ont répondu, on les a enregistrés. Monsieur Pichet, le mec de l'FF, il dit, je vois bien que vous m'enregistrez. Et il a dit, un train sur 3 s'arrêtera à Dax. Comme il y en a 6, ça fait 2. Voilà. 2 trains sur 3 s'arrêteront, 2 trains sur 6, 2 trains sur 3 s'arrêteront à Bayonne. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des trains qui vont filer tout droit et qui vont nous oublier, qui vont nous effacer de la carte. C'est ça. La LGV, c'est l'effacement des villes moyennes pour le prestige des grandes métropoles. Et donc, à Bordeaux, à Toulouse, à Bilbao, sur les grandes métropoles de niveau européen, on construit un centre d'affaires, Euro-Atlantique à Bordeaux, Matabio et là, on met quoi? On n'invente rien. On pique tous les emplois tertiaires, assurance, banque, etc., aux villes moyennes. On aspire les emplois, on aspire les gens qui doivent se déraciner pour aller travailler là. C'est ça le principe de la LGV. Puis je m'arrête. Voilà. On peut m'inviter à un dîner de camp. Et je suis très efficace. Ok, est-ce que quelqu'un a une question à poser concernant... Ok, non. C'est une précision surtout. Vous disiez qu'en fait il y a 2 trains sur 3 qui vont s'arrêter à Bayonne. Ça veut dire que si aujourd'hui on a 3 trains qui passent, On en a 5. Enfin bon, si on a 3 trains, on va en perdre un. C'est ça. Sur Dax, vous allez perdre des trains. Voilà. Ça veut dire que dans leur projet, il y a 6 trains. Il y a 6 trains, 6 retours. Aujourd'hui, on en a 5. Dans le projet, il y a 6 trains. Et aujourd'hui, il y en a 5 qui passent. Voilà. Donc, si effectivement, il y en a qui vont directement de l'autre côté de la frontière, qui évitent Dax, puisqu'il y a la voie pour les éviter, et ça évite Bayonne, ceux-là, on leur dit au revoir, on ne les voit plus. Voilà. Et les autres, et donc après, Rousset, c'est pour ça que ça a déclenché Grand Dax. Moi, j'ai fait un débat télévisé avec un ancien maire de Dax, de droite, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, et avec le sénateur Carrère du PS. Et je lui ai dit pendant ce débat. Donc, bon, c'est bien qu'ils se rendent compte maintenant. Hein. Nous, ça fait 30 ans qu'on le dit. 30 ans. Voilà. Donc, oui, le Grand Dax, la gare va décliner, c'est évident. Mais c'est la même chose pour Bayonne, puisque sur les 6 trains, on peut préserver. Il y en a 2 qui vont aller directement en Espagne et on ne les verra plus. Après, les 4 vont s'arrêter à Bayonne. Pour ça, ils sortent à la Benne, ils reprendront la voie existante. Ils passeront donc la Benne, Ondre, Tarnos, ils s'arrêteront à Bayonne. Et alors sur ces 4, il y en a 2 qui prendront le rail de Pau pour reprendre la LGV à la Ronce. Et 2 autres qui iront desservir Biarritz, Hendaye, Saint-Mandibus-Hendaye, 2, là où ils envoient 5 trains tous les jours. Voilà. C'est ça, on ne compte pas. Donc, quand il dit les Basques, vous êtes des débiles, Rousset, ben, c'est bien ce qu'il rêvait, qu'on soit des débiles. Ben, voilà, le problème, c'est que on va l'empêcher peut-être même d'avoir les 20% européens. Parce que pour avoir 20% payés par l'Europe, il faut que ce soit un maillon transfrontalier. Et c'est pour ça qu'ils veulent nous imposer chez nous. Voilà. Donc on va essayer. Non, la lutte continue. C'est une grosse bataille qu'on a gagnée et la lutte continue. Ok, Martine. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler combien coûterait la rénovation de l'ancienne ligne par rapport à ce que va coûter la nouvelle ligne? Parce qu'on m'a contesté
mes chiffres. Oui. Alors, ils ont publié des chiffres qui sont honteux. Ils ont donc envoyé à tous les délégués qui ont voté ce matin des chiffres qui tendent à dire que la modernisation des voies existantes va coûter aussi cher, voire plus cher que la voie neuve. C'est quelque chose d'ahurissant. Hein. Je vais pas faire. On n'a pas tout à fait tous les chiffres parce que ça dépend des modernisations qu'on va choisir. Hein. Mais en tous les cas, ce qu'on sait, c'est ça. La voie nouvelle, comme elle va se déporter avec un tronçon commun avec Toulouse, elle fait 33 km de plus. 33 km de plus. Aujourd'hui, on est entre 30 et 40 millions de kilomètres pour une LGV. Voilà. La ligne nouvelle, elle va devoir enjamber toutes les rivières et tous les fleuves. La ligne existante, il y a longtemps qu'elle le fait. La ligne nouvelle, il va falloir qu'elle exproprie. Il faudra qu'elle paye. Il va falloir qu'elle déboise, il va falloir compenser, etc. La ligne existante, elle ne le fait pas. Voilà. La ligne nouvelle, elle va devoir traiter tous les croisements avec la route. La ligne existante, elle a encore des passages à niveau à traiter, mais pas tous. Voilà. Donc, vous voyez, rien qu'avec ces choses-là, on se rend compte que c'est obligé que la voie existante modernisée, elle soit moins chère. Quand la voie nouvelle, il va falloir faire venir des bateaux avec des matériaux, du ballast, donc ils nous disent, ou d'Écosse ou du Maroc, ils n'avaient pas choisi. Mais en camion. Mais aujourd'hui, quand il y a les travaux, parce que, en plus, il y a déjà 588 millions de travaux de modernisation qui ont déjà été faits. Et vous n'avez pas vu passer le camion, parce que c'est les trains qui ont amené les matériaux, les rails, etc. Voilà. Donc, et puis il n'y a pas de destruction. Donc je veux vous dire, rien qu'avec ça, on sait que la voie existante, modernisée, elle coûte bien moins cher. Voilà. Ok, merci Victor pour ces précisions. On va poursuivre avec qui est ton rapporteur, Mika? Personne qui a voulu, alors c'est tous des... Ouh, bravo, hein. Bien, eh bien on va te laisser rapporter. Ah oui, là déjà. Ouais, en fait, on va sur la continuité de ce que disait Victor, exactement, puisqu'on parlait des petites lignes. C'est quel dommage de ne pas avoir un rapporteur pour justement exposer ce qu'on disait. Pour information, l'estimation qui avait été faite de la ligne nouvelle, la ligne LGV, était d'environ 7 milliards il y a 10 ans. Donc il va falloir rajouter le petit bonus en plus. Et la rénovation de la ligne existante, estimation qui avait été faite à la volée, c'était 2 milliards d'euros. Donc effectivement, il y a un petit mensonge quelque part entre ce que dit Rousset et ce que affirment ces petits... comment dire, c'est le petit papier que vous avez reçu. Bien au contraire, la rénovation sera bien moins chère que la nouvelle ligne. Donc voilà, nous on a parlé un petit peu de la conséquence de cette LGV, hein, puisque on parlait des petites lignes au quotidien. Cette ligne LGV était plutôt quelque chose de néfaste pour justement les infrastructures existantes, parce que qui dit investissement sur une ligne nouvelle, eh ben, dit manque d'investissement sur les lignes existantes. Et on sait qu'à l'heure actuelle, le réseau n'est pas très en forme, on va dire. C'est manque de travaux, une politique de la SNCF depuis 15 ans à vouloir absolument réduire, restreindre le personnel, réduire les financements. Et on en arrive à avoir des situations qui sont quand même assez catastrophiques, puisque rien que depuis le début de la semaine, tous les trains du matin qui partent de Pau ou d'Hendaye ont été purement et simplement supprimés. Voilà, donc c'était aussi le fait de revenir sur la renationalisation que l'on propose au sein de la France Insoumise sur la SNCF, afin d'essayer de pouvoir remettre à plat tous ces grands projets inutiles. Donc on les remettrait à plat dans le carton, via la poubelle je suppose, parce que ce genre de projet, mieux vaut redévelopper et puis remettre au goût du jour, du moins. Réinvestir dans les lignes existantes que dans une nouvelle. Voilà, il y a une conséquence assez dramatique dans ces grandes lignes qui vont être faites. C'est, comme je vous le disais, moins d'investissement pour les lignes, mais aussi pour les trains. Qui dit ligne nouvelle, eh ben, dit souvent train en moins dans les gares. La preuve en est la ligne de Paris-Bordeaux, que notre ami Loïc prend souvent. Avant, elle passait à Libourne. Ce TGV s'arrêtait 13 fois dans la journée.
Mais ça, c'était avant la ligne nouvelle. À l'heure actuelle, c'est 5 fois. Et encore, ils veulent le réduire. Ça veut dire que les lignes nouvelles, c'est juste un grand projet pour aller encore plus vite et plus loin. Mais même si on vous donne l'impression que vous allez vous arrêter entre deux, ben c'est juste une impression. Ben voilà, ne vous inquiétez pas, c'est juste l'envie de se dire on va faire plaisir au Grand Dax, on va faire plaisir à Mont-de-Marsan, mais vous inquiétez pas, dans 5 ans, il n'y en a plus un seul. Donc c'est exactement ce qui se passe. À Libourne, plus les années vont, et moins il y a de trains qui s'arrêtent en TGV. Donc c'est pas quelque chose d'hyper important. Et puis la dernière des choses qu'on disait, c'est qu'il y a aussi une égalité entre le TER et la LGV, c'est que la LGV elle est faite pour les gens d'une certaine catégorie, que le TER il est fait pour tout le monde. Donc on ne construit pas une ligne juste pour quelques personnes, surtout à 17 milliards l'ensemble, pour 7 minutes de gagné d'un côté et 20 minutes de l'autre. Ça fait cher la minute et ça fait beaucoup d'argent alors qu'on pourrait l'utiliser ailleurs. Voilà. Merci Mika. Est-ce que vous avez des questions concernant les petites lignes? Donc, c'était pas une question, c'était pour continuer sur ce que tu as dit, Victor. Mika, le combat continue. Ah oui, oui. Et ce qui me semble important, c'est de dire que là, maintenant, c'est sur la fiscalité aussi. Parce que quand les Landais et les gens des Pyrénées-Atlantiques vont s'y intéresser un petit peu, bon, le Média 40 nous aide, hein, merci à toi Laurent. En tout cas, Olivier. oui, on aura à ce moment-là peut-être des gens qui se rendront compte qu'il y a un nouvel impôt qui est levé. Ouais. Un nouvel impôt qui est levé et que ça n'est pas rien non plus, contrairement à ce qui nous est raconté. Par ailleurs, c'est quand même de toute façon le contribuable qui paie à tous les niveaux. Et on pourrait aussi avoir, on n'en a pas parlé, mais peut-être un axe de rébellion sur le côté compétence des collectivités. Parce que là, on ne l'a pas évoqué, mais est-ce que nos collectivités ont compétence pour ce type de financement? C'est quand même une question qu'il faudrait creuser. Alors, je ne sais pas pour le député, si vous avez travaillé là-dessus, mais on n'a pas l'impression que ça relève, par exemple, des compétences de la région, ou encore moins des collectivités locales. Attends, je vais juste te donner une petite info, juste vite fait pour vous dire, pour les élus, vous avez une autre info qu'il faut donner à Rousset gentiment, c'est que sur une LGV, on ne fait pas rouler de fret. Voilà, ça n'existe pas. Les matériels n'existent pas, la formation et l'infrastructure d'un fret n'existent pas. Une LGV, c'est que pour les TGV. Voilà. Donc tout le reste n'est que mensonge. Oui, juste sur la question de la fiscalité, sur le fameux amendement à 24 millions d'euros par an pendant 40 ans, sous réserve que le coût n'explose pas. Hein. Ça c'est toujours pareil, c'est comme le PR, hein. Ça devait coûter 6, ça coûte 19, et c'est pas fini. Donc il monte, j'ai plus le nom exactement, il monte une structure financière justement. Un établissement public local. Non, c'est un truc, je ne l'ai plus en tête. Ouais, le type société de projet, un truc dans ce goût-là, c'est aussi précisé dans l'amendement, le fameux amendement 24 millions d'euros par an, qui est voilà, la cagnotte qui va permettre de récupérer cette fiscalité. Et donc en fait, les intercos, tout ça, n'auront même pas leur mot à dire, puisque en gros, c'est si le tracé passe par là et que l'INSEE dit que voilà, vous êtes à moins d'une heure de la gare, ben, bim, vous allez cracher, et voilà, c'est une ligne de plus sur la feuille d'impôt et qui remontera directement dans cette société de projet, ou enfin, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle a un nom particulier. Donc voilà, en tout cas, c'est hors de... Voilà, ça squeeze un petit peu tout le monde, quoi. On vous fait les poches, mais en passant par dans le dos, quoi. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. Une autre question? Non? Alors on va poursuivre, tu veux peut-être intervenir sur le point de vue des élus sur... non, bon. Est-ce qu'il y a un rapporteur chez Attaque? Oui. Oui, super. Il est où le rapporteur d'Attaque? Il est là. Tu viens avec nous, Gilles? Ils se sont disputés même. Oh, vous êtes disputés, hein. Évidemment, vous auriez pu en prêter un au petit trajet. Bon ben, Mets-toi. bonsoir à tous. Alors voilà ce qu'il a été discuté sur l'alimentation, bien sûr. Hein. Donc il s'agit de réduire les inégalités face à l'alimentation, parce que ça a une fonction sociale, qualitative, culturelle. Le but,
c'est en fin de compte d'avoir des partenariats avec les agriculteurs, donc faire des circuits courts pour cette alimentation. Et aussi, bien sûr, le but, c'est surtout de faire la sécurité sociale de l'alimentation, avec un budget à peu près, en fin de compte, donné en base de 150 €. Ça fonctionnerait comme la sécurité sociale. Alors 150 €, on est quand même intervenu pour dire que c'était peut-être un peu peu, hein, pour certaines, surtout pour certaines personnes. Un peu peu, bah oui. Hein. Alors, le financement de cette alimentation, de cette sécurité sociale, de l'alimentation, ce serait par des cotisations, donc, hein, comme le système de sécurité sociale actuel, en fait. Hein. Voilà. Alors, il s'agirait de conventionner ces agriculteurs producteurs, n'est-ce pas? Et voilà, donc en gros, on a débattu là-dessus. Est-ce que tu veux rapporter encore? Est-ce que Payon de Eibar a quelque chose à dire? Ah oui. Oui, c'est enfin, juste sur le conventionnement. Donc, en fait, le conventionnement, c'est effectivement si on veut que les gens enfin, aient accès à des produits de qualité, des produits alimentaires de qualité, il faut qu'il y ait effectivement la ressource en face. Et donc l'idée c'est de prévoir un conventionnement avec des producteurs, donc des agriculteurs, peut-être un réseau de distribution, enfin, mais c'est plutôt a priori avec des agriculteurs, ce qui garantirait à la fois la qualité des produits pour les citoyens, mais aussi les rémunérations convenables pour les agriculteurs. Donc tout ça c'est à réfléchir, et ces conventionnements dans le projet de sécurité sociale de l'alimentation seraient décidés par comme pour les caisses de sécurité sociale, par des caisses regroupant les différents acteurs de l'alimentation, et y compris bien sûr les citoyens. Donc ça se ferait de façon le plus démocratique possible. Voilà, bon, ce que je peux dire par rapport à ça. Ok, est-ce que vous avez des questions concernant... Oui. Alors je ne sais pas si je me trompe ou si on m'a raconté des histoires, hein, mais quand on parle de la PAC, il semblerait que ce soit uniquement les gros céréaliers qui touchent des subventions et les petits producteurs qui ne touchent rien. Donc c'est à cela qu'il faudrait donner pour que les circuits courts ils fonctionnent. Oui, tu veux bien, je sais pas, Pierre. Non, je sais pas de... Oui, mais effectivement, à partir du moment où on définit des critères sur la qualité des produits, ça va bien sûr aller vers des producteurs qui répondent à ces critères. Ça va être quoi les critères? C'est-à-dire le respect de la terre, l'utilisation de produits chimiques, engrais et pesticides par exemple, et la mécanisation, enfin voilà quoi, c'est ces critères-là qui permettront d'une part de déterminer la qualité des produits, de façon à avoir des produits qui soient le plus naturels possible, enfin qui soient tout à fait naturels, mais qui soient dépourvus d'éléments chimiques, puisque bon, il est quand même, on arrive à savoir quand même à travers les études que la qualité des aliments est un élément quand même déterminant pour la santé. Même si on mange en quantité suffisante et en ayant l'impression de manger correctement, toutes les quantités de sucre et qu'on peut trouver dans les aliments, notamment les aliments transformés, nuisent à la qualité, provoquent tout ce qui est obésité, tout un tas de maladies chroniques. Et
on se rend compte que c'est quand même les personnes les plus pauvres qui sont sujets à ces maladies. Alors, pour répondre vraiment au sujet PAC, effectivement, le paradigme qu'introduit la sécurité sociale de l'alimentation et que nous avons repris aussi dans notre projet programmatique pour 2022, c'est on repart des besoins de la population et comment on les satisfait. La question que vous posez, c'est effectivement comment les politiques publiques viennent en appui de cette satisfaction des besoins de la population. Et là, on est d'accord, aujourd'hui, 80% de la PAC bénéficie à 20% des agriculteurs. Donc, ça, effectivement, c'est des choses aussi qui seront changées dans les politiques publiques. C'est-à-dire que on a aujourd'hui une aide qui est une aide à l'hectare, et nous, dans le programme, on porte ça aussi. Toutes ces aides PAC, elles doivent être des aides à l'actif. Je vous rappelle juste quelques chiffres pour que vous ayez aussi ces arguments en tête quand vous allez discuter de ça. Dans les 10 ans qui viennent, la moitié des actifs agricoles vont partir à la retraite. La moitié, c'est plus de 200 000 personnes. D'accord ? Et on en a perdu sur les 20 ans qui viennent de s'écouler, pas loin de 400 000. Donc voilà, il y a de la réorientation effectivement des politiques publiques et de ces 9 milliards d'euros de la PAC pour réinstaller des jeunes, former des jeunes, avoir un établissement public foncier pour avoir un accès au foncier pour installer tout ce monde-là. Voilà, ça c'est une évidence. Donc la PAC est un levier et on en reparlera aussi parce que dans l'enjeu de l'alimentation que nous on traduit dans le programme L'avenir en commun, la SSA, nous c'est plutôt une garantie d'accès à une alimentation choisie, parce que je vous rappelle qu'il y a aussi 8 millions de personnes qui sont à l'aide alimentaire aujourd'hui, et donc ça on le... j'ai perdu le fil de ce que j'avais commencé. Donc ça on va le traduire effectivement par des politiques publiques en fait de soutien. Ah oui, c'est ça que et on va surtout, comme ça c'est un problème sanitaire de masse, j'ai retrouvé le fil, on a aussi un levier budgétaire qui est aujourd'hui, ce que disait à l'instant Pierre, le coût incroyable que nous coûte la malbouffe, à nous tous, sur le système de santé. Ça pèse 50 à 60 milliards fourchette basse, chaque année. Donc ça veut dire que si on met dans nos projets d'alimentation saine, sur des projets alimentaires territoriaux, je pourrais le développer si ça vous intéresse, si on remet autour de la table des acteurs comme le ministère de la Santé, les agences régionales de santé, si on ne les a pas supprimés d'ici là, mais en tout cas le ministère de la Santé, ça veut dire qu'on a un levier aussi de 50 à 60 milliards d'euros pour réorienter complètement notre système de production alimentaire. Oui, je voudrais savoir si tout le monde est bien d'accord que le projet de sécurité sociale alimentaire, c'est bien de relancer la production de produits sains par la demande et non pas par l'offre. Et deuxièmement, le petit détail, c'est que les 150 €, je ne sais pas si tout le monde a bien compris, qu'ils ne pourraient être dépensés que dans des endroits conventionnés. Voilà. On ne pourrait pas aller acheter du Coca-Cola avec ou des... Voilà. Alors, je ne sais pas si tout le monde avait bien compris ça, quoi, parce que... Voilà. Pardon ? Alors je réponds juste avant de laisser le micro à mon voisin. Je pense qu'on est tous d'accord, effectivement. On part bien on part des besoins, on ne part pas de l'offre actuelle. Sur l'affaire du conventionnement, et là Pierre pourra peut-être développer ce qu'est le projet de la SSA et comment il est décliné par ISF Agrista, comment il est pris en main par Attac. Nous, de notre côté, moi je pense que le projet qu'on défend dans l'avenir en commun, c'est d'aller vers cette garantie de l'alimentation choisie, qui sera développée via des projets alimentaires territoriaux. Et donc là, sur le conventionnement, moi j'ai un schéma en tête qui est assez simple. Déjà, c'est la prise en main de la gouvernance des chambres de l'agriculture qui pourrait être éventuellement, à terme, les chambres de conventionnement, c'est-à-dire qu'on y remettrait des mangeurs à l'intérieur, pas que des agriculteurs de la FNSEA, voilà, et que sur le conventionnement, il y a des choses assez simples parce qu'il y a des réseaux qui existent. Je pense aux AMAP, je pense aux supermarchés coopératifs, je pense au marché de producteurs, enfin, comment ça s'appelle, des maisons des producteurs, merci, des maisons des producteurs. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer, parce que là, déjà, on a au moins la garantie que c'est du local. Bon, après, dans le conventionnement, les mangeurs et les parties prenantes auront à voir, effectivement, les conditions de production. Et il y a aussi un intérêt à avoir ça au niveau territorial, c'est qu'il y a des endroits où vous n'avez pas une AMAP à 50 km à la ronde, vous n'avez pas un supermarché coopératif à 200 km à la ronde, et des maisons de producteurs, pas plus. Donc ça veut dire que là, dans ces projets alimentaires territoriaux, le rôle aussi serait de financer des structures
pour développer des maisons de producteurs à un maillage qui vous permette d'aller chercher vos fruits et légumes conventionnés sans traverser la moitié du département des Landes. D'accord ? Donc ça c'est important, parce que là on est dans des territoires quand même périurbains et ruraux. Donc dans les grandes métropoles, c'est toujours plus facile, quoique il n'y a pas des producteurs. Mais en tout cas, les infrastructures existent. Mais ici, on a le problème inverse, on risque d'avoir des producteurs, mais comment on va chercher ces points de distribution ? Oui, c'est surtout sur par rapport à ce que tu disais initialement, sur ce qu'a parlé là. Oui, l'objectif, c'est que garantir en fait à toute la population un accès à une alimentation de qualité. Voilà, c'est un accès pour tous et toutes à une alimentation de qualité. Ça fait attaque, je ne sais pas si vous avez remarqué. Bon, il fallait bien que je le place à un moment. Merci. Je pense que ça ne vaut pas la peine. Non, mais en plus, je ne pensais pas en parler à ce moment-là. Donc voilà, mais c'est le point de départ, c'est-à-dire que, bon, ce qu'on a dit pendant la discussion, c'est qu'effectivement on est sous l'emprise des lobbies, et pas que des lobbies, enfin de l'agro-industrie, qui impose ses choix, c'est-à-dire l'agro-industrie, elle va faire ses choix de production en fonction de ce qui leur apporte le plus. Donc l'objectif c'est de prendre le chemin inverse, c'est-à-dire garantir donc aux gens de pouvoir s'approvisioner vers des produits de qualité, et c'est ça qui doit permettre de développer effectivement un autre type d'agriculture. Mais effectivement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il faut quand même, il y a des choses à développer, notamment dans les circuits courts. Et puis je pense qu'il y aura une grande difficulté aussi, c'est l'approvisionnement des grandes villes. Parce qu'effectivement, pour aller faire du circuit court en région parisienne, bien sûr, il y a des terres agricoles, mais déjà, il faut stopper le bétonnage des terres agricoles, parce que là, ça continue allègrement. Mais voilà, il faudra vraiment peut-être trouver des solutions pour aller un peu plus loin, et on saura. Voilà, mais enfin, il y a des solutions à trouver. Et c'est le conventionnement, je pense, qui peut permettre ça, quoi. Voilà. Tu discuteras avec Mika qui vous amène les fruits et légumes dans les grandes villes, par le fret, tu sais. Sans la LGV, t'inquiète. Ok, merci beaucoup. Stéphane, est-ce que tu es un rapporteur? Oh, super, j'arrive. C'est une rapporteuse. Rapporteuse, comment tu t'appelles? Alors, moi c'est Marie Marie, Doroth, merci. bonsoir à tous. Donc, pour revenir un petit peu sur ce que vous étiez en train de dire auparavant, nous travaillons chez La Berry, Saint-Jour-de-Marraine, foie gras, canard, enfin tout ce qui est élaboré qui vient du canard, plus le saumon. Donc pour faire un petit peu un historique, du temps de Robert La Berry, justement c'était du local puisqu'il allait pêcher son saumon dans la Dour et nous avions les producteurs de canards locaux. Les éleveurs, pardon. Donc aujourd'hui, au fur et à mesure des années, La Berry est devenu un grand groupe. On a aujourd'hui deux actionnaires qui sont Lourberry, nos amis basques, et un fonds d'investissement, Pays Partner à Paris. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, on est dans une production intense, dans des cadences épouvantables pour les salariés, évidemment, puisqu'il faut produire pour être compétitif. Et donc, alors au détriment du bien-être du salarié. Donc je vous laisse imaginer ce que peut être les conditions de travail dans ces entreprises-là. C'est pourquoi vous avez vu dernièrement, donc le mois dernier et au mois d'octobre, un grand mouvement social chez La Berry et dans nos abattoirs de Cam, donc dans le Pays Basque, parce que les gens sont arrivés à un tel point de ras-le-bol par rapport aux conditions de travail qui a fait que énormément de personnes sont sorties dehors pour manifester.
Voilà, donc pour faire un petit peu light, les conditions de travail chez la Berry, c'est donc des cadences de plus en plus importantes qui entraînent des maladies professionnelles, des accidents de travail, enfin je vous en passe, et des meilleurs. Et quand on n'arrive plus à travailler, eh bien c'est des licenciements pour inaptitude, et ces postes cadencés sont remplacés par de nouvelles personnes. Ils n'arrivent plus à trouver de gens parce que forcément ils les payent au rabais. Et donc, effectivement, c'est les gens qui sont en place, donc les permanents, qui subissent ce manque d'effectifs. Donc, conditions de travail, et évidemment, puisque nous sommes en plein dans cette situation au niveau national, mais peut-être même mondial, plus on en a et plus on en veut, et moins on en donne. Et donc, effectivement, les salariés se retrouvent à gagner des salaires de misère et à arriver à des fins de mois où c'est plus possible, quoi. On a des conditions de vie qui sont déplorables. On va travailler, on a des horaires de travail qui sont abominables, puisque vous avez des postes de 5h du matin à midi, 13h, ou de 13h à 23h. Donc imaginez, c'est une grande partie de personnes féminines, et donc des gens qui voient, des femmes qui voient leurs enfants, je vais vous dire, 5 heures par semaine. Donc, arrivé à un moment, il y a vraiment un ras-le-bol. Alors, quand vous avez des salaires qui sont décents, qui permettent aux gens d'avoir une vie décente, eh bien, on arrive à composer. Mais quand vous avez des salaires qui sont, comme le disait la grande majorité des gens qui étaient dehors, des salaires de misère, eh bien, à un moment donné, il y a un ras-le-bol. Et donc, les gens sortent. Et donc, du coup, pendant 3 semaines, vous avez eu ce mouvement social. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, malheureusement, les gens sont rentrés parce qu'on obtenait, par rapport aux négociations, on n'obtenait absolument rien. Et donc, les gens sont rentrés parce que ils n'avaient pas les moyens de continuer. 3 semaines, c'est long. 3 semaines sans salaire, c'est long. Et donc ils sont rentrés la boule au ventre, parce que c'est pas 200 € de primes qu'ils nous ont donné et 2,25% d'augmentation qui ont fait qu'ils vont pouvoir continuer leur vie décemment. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que dans toutes les entreprises, et c'est ce qui fonctionne aujourd'hui, on vous donne des primes, que ce soit au niveau de l'État, prime Macron ou prime je ne sais pas quoi, Covid, etc. Ce sont des primes que vous allez toucher sur un mois. Là, dernièrement, ils vous parlent de la prime d'inflation, oui, par rapport à l'augmentation de l'essence. Moi, je suis désolée, je ne sais pas vous, mais si vous donnez 100 € à une personne, sur une année, ça, enfin, je sais pas, ça fait que dalle, ça fait 100 €, vous allez faire même pas votre plein d'essence, enfin vos pleins d'essence pour le mois. Donc c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Voilà, mais même pas des miettes, hein, parce que c'est juste indécent. C'est juste indécent. Et comment voulez-vous que les gens ne soient pas en colère quand on voit, en fait, quand on s'aperçoit que c'est qu'on se fiche des gens, quoi. Parce que c'est ça. Et donc, du coup, ils n'ont rien lâché au niveau de notre direction. Et nous sommes convaincus, on va dire, parce que vu l'intensité du mouvement, nous sommes convaincus que derrière, le MEDEF était là pour les pousser de façon à ce qu'ils ne lâchent rien, pour éviter que ça fasse boule de neige. Voilà. Donc je ne sais pas quoi vous rajouter de plus, que nous sommes dans une situation au niveau des salaires. Alors on nous fait miroiter l'augmentation du SMIC, alors je vais pouvoir vous en parler de l'augmentation du SMIC. Nous, donc, dans cette entreprise, et beaucoup d'entreprises
fonctionnent de la même façon. On a des coefficients. Ils augmentent le SMIC, c'est les coefficients qui sont au ras des pâquerettes. Non, tous ceux qui ont un coefficient au-dessus ne voient pas l'augmentation du SMIC, et c'est des gens qui gagnent de 1200, 1300 euros par mois, quoi. Donc vraiment lamentable. Alors on peut pas voiser en disant nous avons augmenté le SMIC, etc. Sauf que quand vous regardez bien, le SMIC, eh ben, c'est que dalle déjà en temps normal. Et puis c'est pour une minorité de gens qui en ont besoin. Mais cette augmentation ne vient même pas pallier l'augmentation de la vie aujourd'hui. Donc, on vous fait miroiter des belles primes, des augmentations, des machins. C'est juste pour un minimum de personnes. Et puis, c'est, encore une fois, je vais vous dire, c'est le mot que je préfère, que dalle. Voilà. Donc, je peux vous dire d'autre que il est grand temps qu'on change un petit peu ce système, qu'on permette aux gens de vivre décemment de leur salaire et qu'on puisse avoir une vie décente, quoi, décente. Simplement, dans l'élan de la France Insoumise, nous avions fait un communiqué pour vous soutenir. Et c'est vrai qu'on a eu un contact avec EFO. Et en tout cas, on vous assure de notre soutien à nouveau. Merci. Vous avez des questions? Oui. Oui, bonjour. Je voulais vous remercier déjà, madame, pour votre témoignage. C'est des situations que moi je connais pas plus que ça, les grandes entreprises et leur fonctionnement interne. Après, il me semble que... du coup, j'aimerais bien en profiter pour interroger monsieur le député, Loïc Prudhomme, sur plus globalement la question du statut du travailleur dans le programme de l'avenir en commun. Parce qu'il me semble qu'en fait, vous parlez de salaire décent. Au-delà de ça, il me semble qu'une entreprise, ça ne peut pas rester un régime totalitaire comme c'est aujourd'hui, ou en tout cas très autoritaire. Il me semble que la question qui est posée, c'est dans quelle mesure les travailleurs peuvent décider eux-mêmes de la trajectoire que va suivre l'entreprise, de la façon dont les richesses dans l'entreprise doivent être distribuées, comment on organise ça, est-ce qu'il va y avoir des conseils d'entreprise, de salariés, dans quelle mesure les travailleurs vont être associés dans l'avenir aux décisions dans l'entreprise, comment on arrache un système démocratique dans l'entreprise pour les travailleurs, pour qu'effectivement, à l'issue de leur journée de travail, ils aient la satisfaction de savoir pourquoi ils ont travaillé, quel est le sens de ce qu'ils font, et comment ils vont pouvoir organiser leur vie après à partir de ça. Alors, j'ai pas toutes les 694 propositions d'avenir en commun en tête, et celles sur l'emploi, je dois avouer que je les ai pas parfaitement en tête. Néanmoins, je sais ce que nous avons défendu depuis 4 ans et demi au Parlement sur cette question-là. Donc effectivement, on résume ça en disant le citoyen ne peut pas être un citoyen dans sa vie privée et un esclave dans sa vie professionnelle. Donc c'est effectivement comment on remet de la démocratie dans l'entreprise. Il y a bien sûr tout ce qui a été défait par les lois travail qui ont commencé sous Madame El Khomri, ministre de Monsieur Hollande du Parti Socialiste. Et donc il y a à remettre les instances déjà dans les entreprises qui permettent d'avoir sinon des codécisions, au moins des contre-pouvoirs et des endroits où les salariés font entendre leurs exigences et font respecter les questions de conditions de travail et aussi toutes les questions de démocratie au travail. Après, il y a une question qui nous est réglée directement par la volonté politique, c'est celle de moyens décents et ce que Madame exprimait, de conditions de vie décentes. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure, on évoquait ce vocable incroyable qui a été inventé justement pour faire voir que c'était tellement indécent. C'est le concept de travailleur pauvre.
Déjà être pauvre, c'est une aberration dans la 6e puissance mondiale, mais être travailleur pauvre, ça l'est encore plus. Donc ça, directement par une décision politique, ça veut dire une augmentation du SMIC immédiate, d'accord, à 1400 €. Et ça permet déjà de vivre de son travail. C'est en finir avec les temps partiels contraints. Ça, je pense que c'est une mesure qui est forte. Donc voilà, parmi les choses. Et évidemment, l'utopie, l'objectif, enfin c'est pas une utopie, ça existe, mais on le soutient partout où on peut. C'est la question de l'économie sociale et solidaire. C'est partout où les travailleurs peuvent s'organiser en SCOP, en SKIC, et toutes ces formules de gouvernance où un homme, une voix, et le capital n'appartient pas effectivement à quelques possédants, mais à l'ensemble enfin à l'entreprise même, qui permet sa pérennité dans le temps. Voilà le modèle que nous défendons. Après, je vous laisse creuser ça effectivement sur les mesures de l'avenir en commun, si j'en ai oublié. Mais c'est parmi les quelques mesures qui permettent de dire, voilà, on redonne du sens au travail. Ici, j'en ai oublié une majeure, c'est la question de la réduction du temps de travail, sur laquelle on est très engagé. L'objectif sera, bien sûr, c'est le sens de l'histoire, d'aller jusqu'à 4 jours de travail, 28 heures de travail par semaine. Donc voilà, ça c'est une exigence, et ça va dans le sens dans le sens du progrès. Et enfin, c'est éradiquer, parce qu'on parle des gens qui sont dans l'entreprise, et beaucoup des travailleurs de la Berry aussi ont laissé 3 semaines et demie de salaire sur la table. Certains ont même risqué leur place. Et donc ça veut dire qu'il faut aussi s'occuper des gens qui sont pas dans l'emploi aujourd'hui. C'est selon les statistiques gouvernementales, toutes catégories confondues, 5 ou 6 millions. En réalité, il y a 8 millions et plus de 8 millions de personnes qui sont pas employées ou peu employées dans ce pays-là. Et donc la garantie universelle d'emploi aussi, voilà, la garantie de l'État employé en dernier recours, est une proposition forte qui coûte bien moins cher que continuer à alimenter un système de pôle emploi, en fait, d'indemnisation chômage, qui est juste, un levier qu'on donne aux patrons pour en fait faire de la concurrence entre ceux qui sont dedans et ceux qui sont en dehors de l'entreprise, pour dire à ceux qui sont dedans, mais acceptez ces conditions de travail, parce que sinon il y en a 10 qui attendent dehors. Et donc avec nous, on va inverser ce rapport de force, parce qu'il n'y en aura plus 10 qui attendent en dehors, ils seront tous employés pour des choses d'intérêt général, et ça coûtera en plus bien moins cher que le système aujourd'hui d'assurance, d'indemnisation, auquel en fait nous tous contribuons. Ça pèse sur nous et ça sert les patrons. Donc en fait, voilà, pour eux, c'est tout bénef. Hein. Voilà, ils mettent les gens en concurrence, et le prix de leur mise en concurrence, c'est nous qui l'assumons collectivement. Donc ça c'est aussi, je pense, un levier très important pour inverser complètement ce rapport de force. Et c'est pour ça qu'on est aussi, assez clairement contre la question du revenu universel ou du revenu garanti, parce qu'il n'inverse pas ce rapport de force entre le salarié et le patron, pas suffisamment pour remettre les choses dans le bon sens, quoi. Donc je tenais à apporter mon avis justement sur ce qu'il faudrait changer pour que ça aille un peu mieux. Donc je suis tout à fait d'accord pour remettre les anciennes instances en marche, parce que depuis la disparition du CHSCT, ça fait qu'ils ont regroupé toutes les instances en une seule et même. Ça veut dire qu'avant on avait des gens spécialisés, qu'on pouvait spécialiser sur certains problèmes, alors que maintenant il faut s'occuper de tout. Et avec beaucoup moins d'heures de délégation, c'est-à-dire les heures qui sont mises à notre profit pour travailler sur le sujet. Il y a un autre problème aussi, c'est que lors de négociations, par exemple d'accords d'entreprise ou quoi, déjà il y a l'inversion de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire qu'autrefois, quand on négociait un accord d'entreprise, on n'avait pas à s'inquiéter de savoir s'il allait être en dessous du code du travail ou si quoi que ce soit, parce que la loi l'obligeait de toute façon à être mieux disant que le code du travail ou la convention collective. Alors qu'aujourd'hui, quand on nous présente un accord, ça nous demande encore beaucoup plus de travail, parce qu'on est obligé de regarder par rapport à la convention collective et par rapport au code du travail s'il n'y a pas un vice caché. Et bien sûr, on n'est pas forcément des experts, il y a forcément un truc qu'on ne va pas voir, ou voilà, on va réussir à nous avoir. Il y a un autre truc aussi qui pêche aussi lors de négociations d'accords d'entreprise, c'est que de toute façon, les ordonnances ont prévu que c'est l'employeur à la fin qui a le dernier mot. C'est-à-dire que vous pouvez négocier tout ce que vous voulez. Si l'employeur, c'est ce qui se passe lors de négociations annuelles obligatoires, il vient avec ses propositions, vous avez beau dire tout ce que vous voulez, à la fin, il sait que c'est lui qui a le dernier mot. Donc, lui, il tient bon jusqu'à la fin, et à la fin,
il applique ce qu'il avait décidé dès le départ. Ça fait que j'appelle pas réellement ça des négociations. Donc si on pouvait changer ça aussi, peut-être donner un peu plus de pouvoir aux salariés de doubler, enfin je ne sais pas comment on pourrait faire, mais qui n'est pas forcément le dernier mot, déjà ça permettrait d'avoir un peu plus de latitude pour négocier. Parce que là en fait on négocie plus. Oui, c'est abrogation des ordonnances, enfin de la loi travail, hein, des ordonnances Macron, ça c'est le 26 avril, hein, rendez-vous. Ce sera abrogé, c'est juste une signature et ça sera fait par notre président. Alors, juste un mot par rapport à ce mouvement de chez la Baillerie et à la question qui a été posée sur comment on arrache nos droits dans l'entreprise. Je crois que malheureusement, aujourd'hui, on doit faire un constat que le rapport de force syndical est pratiquement à zéro. Et comment, alors la question générale, c'est comment remotiver tous ces salariés, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de syndicats, à la majorité des ouvriers, des salariés, c'est pratiquement un sujet tabou. C'est un sujet tabou, donc tout le monde est dans son coin, personne n'en voulait. Alors bon, vous êtes l'exemple qui effectivement pendant 3 semaines, et personnellement je sais aussi comment ça se passe, puisque on a eu un PSE en 2011 à Placitube, où on est resté 6 semaines en grève. C'est vrai que c'est très très compliqué. Mais il manque de plus en plus de solidarité au niveau des salariés. Et comment aujourd'hui, alors effectivement le côté politique peut nous aider et tant mieux, mais il va falloir qu'on se reprenne en main comme il faut, parce que si on veut que les CHSCT reviennent dans l'entreprise, il va falloir qu'on se les gagne quand même, quoi. À un moment donné, on ne peut pas toujours attendre, quoi. Et comment, alors là le problème c'est comment renverser cette situation et comment le salarié peut de nouveau s'organiser syndicalement, quel que soit le syndicat. Mais il faut savoir aujourd'hui quand même que tous syndicats confondus, on est moins de 8% de syndiqués en France. Moins de 8%. Ça veut dire que, effectivement, entre ceux qui ferment les yeux et qui avancent jusqu'au jour où ils n'en peuvent plus et ça s'effondre, mais il y a un travail, je crois, syndical, y compris au niveau des têtes syndicales nationales, où il va falloir qu'on repasse sur d'autres bases par rapport à tout ça, parce que on ne peut pas toujours attendre que les politiques nous prennent, parce que en 2000 on a eu les 35 heures, mais il faut savoir que les 35 heures, eh bien, on a annualisé aussi le temps de travail, qu'on a supprimé les heures supplémentaires, etc., etc. Je dirais que chaque fois, il faut qu'on reparte, nous, sur des acquis, sur les conquis qui existent et qui ont existé. On parle de la sécurité sociale et de tout le reste, des retraites, tout est remis en question. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose en face. Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose en face. Collectivement, je parle. Les gens se mettent en colère, les gens râlent dans leur coin, on ne va plus voter, etc., etc. D'accord, mais enfin, quelque part, on sent que la pente, elle est toujours dans le même sens. Alors la pente, elle est dure pour faire l'action de prendre une carte syndicale, parce que lors du mouvement de grève, moi-même, je ne m'y attendais pas. Ça fait 25 ans que je suis dans cette entreprise, donc je suis assez connu dans l'entreprise. Donc je me balade parfois, et parfois je suis confronté au regard des salariés. Donc il y avait une certaine façon de me regarder. Bon, moi, je ne réponds pas, mais je comprends. Il y a surtout, ils ont une image du syndicat parmi tous les scandales qu'il y a eu là-haut. Ils ont l'impression que tous les syndicats, ils n'ont pas conscience qu'au niveau local, ce n'est pas comme ça. Comme je dis souvent à mes équipes ou à qui veut l'entendre, un syndicat, c'est les hommes qui le font. C'est-à-dire que dans une entreprise, oui, vous pouvez tomber sur des représentants du personnel qui se font élire, qui ont décidé de rien faire et d'attendre tranquillement la prochaine élection. Mais il y a des entreprises, enfin je sais pas, je pense que c'est notre cas à Force Ouvrière chez la Baillerie, où au contraire, nous on a décidé de travailler. Mais ça, les salariés le voient. Et moi, alors je me faisais une fausse idée justement lors de cette grève, justement par rapport au regard des salariés que je croisais tous les jours. Mais je me suis aperçu lors de cette grève, déjà, ça a permis à eux de leur montrer de quoi on était capable, de quel travail on pouvait les apporter, de quelle façon on pouvait les assister, jusqu'où on pouvait
aller, bon, à quelle limite il fallait garder, ou, enfin, tout le travail d'assistance. Et il y a beaucoup de salariés qui nous soutiennent, qui sont d'accord avec nos idées, mais on est entré aussi dans une époque où les salariés maintenant, ils prennent les syndicats, en fait ils viennent acheter un service. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour vous prendre la carte syndicale, mais au moment où ils en ont besoin. Ça va pas être de... Voilà, c'est comme une société de consommation. L'employeur me fait chier, m'embête aujourd'hui, donc ben, je vais aller voir le syndicat, et puis si tu m'aides, bon, ben, je te prends la carte cette année, quoi. Mais c'est cette année. Voilà. Et ils ont pris ça comme, voilà, ils achètent un service comme si on était des avocats, et ils n'ont pas forcément conscience que c'était un travail de longue haleine, et que nous, on a besoin du soutien constant. Voilà. Je crois malheureusement que, alors heureusement déjà pour certaines personnes, il faut qu'il y ait déjà une cohérence au niveau politique. C'est-à-dire qu'il faut effectivement, là ce qui nous a tués depuis un certain temps, c'est ces ordonnances Macron qui sont venues détruire un petit peu tout ce qui était mis en place. Donc si au niveau politique il n'y a pas une cohérence là-dessus, effectivement on a beau se battre, on ira de toute façon droit dans le mur. Par contre, il est effectivement nécessaire, et j'insiste bien sur le mot nécessaire, que les gens prennent conscience. Et nous, notre génération, moi j'ai 55 ans aujourd'hui, notre génération, qu'elle prenne conscience de l'information qu'on doit véhiculer aux jeunes qui arrivent derrière nous. J'ai dû faire trouver quelque chose. Parce que justement, cette information, nous, on l'a eue de nos parents qui nous disaient « les syndicats, ça sert à rien ». C'est une erreur. C'est une erreur. Aujourd'hui, si on véhicule cette information-là à nos jeunes, quand je dis jeunes, ça va jusqu'à 30, 40 ans hein, même, et bien si on leur véhicule cette information-là, ils ne prendront pas conscience de l'importance qu'est un syndicat dans l'enceinte d'une entreprise, qu'elle soit petite ou grande, pour défendre leurs conditions de travail. Et quand on dit défendre leurs conditions de travail, c'est aussi les salaires. Parce que le salaire, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Ok. Merci beaucoup. On va terminer avec... Vous avez des questions? Attention, je ne voudrais pas manquer à mes obligations. On va terminer. Est-ce que vous avez un rapporteur chez TCA? Eh bien, c'est très bien. Alors, on t'écoute. Merci pour votre intervention. Et Tanner, sur la table. Alors nous, à notre table, on s'est retrouvés à deux associations locales qui me semblent avoir les mêmes valeurs, qui sont le droit à une alimentation saine, la protection des terres en zone rurale, l'opposition à l'artificialisation des sols. Et l'autre association était plus portée encore sur cultiver en ville, faire de l'agriculture en ville, et en un sens se réapproprier l'espace public. Et il y a une notion là qui est revue, je ne sais pas si on y reviendra tout à l'heure, qui était de se reconnecter à la nature. Alors, on avait deux types d'assauts qui étaient assez différentes, avec une asso qui avait les forces de faire et qui a fait. Donc c'est l'association Graines de Liberté, qui cultive, qui produit sur Bayonne, qui produit des fruits, des légumes en ville, dans un quartier populaire. Donc c'est possible de produire autrement, de consommer autrement. Et ils se retrouvent un peu confrontés aux mêmes problèmes que nous, qui sont, les élus suivent mollement un jardin pédagogique, ça fait bien, mais ils ne comprennent pas que c'est avec ce changement radical qu'ils éviteront les crues, comme il y a eu il y a quelques jours. Et en fait, nous, dans notre association, donc, on observe la même chose. Alors, on n'a pas les forces de faire. On a plutôt amené nous, une expertise où on travaille un sujet avec nos compétences et on essaie de produire un dossier ou de sensibiliser. Mais on se retrouve derrière la même chose. Les élus, ils ne comprennent pas, ils répondent mollement. Et alors, ils prennent le projet comme ils le peuvent, mais ils ne comprennent pas que s'il n'y a pas le changement radical de consommation, de production, nous aussi, on finira les pieds dans l'eau. Je ne sais pas si... Quelqu'un veut intervenir?
Si Guillaume de la Graine de Liberté, je ne sais pas s'il est là, qui veut dire quelques mots. Oui, je le vois, oui. Alors, bonjour à tous et merci pour toute cette diversité. Quand je travaille le jardin, je travaille d'abord avec la diversité et les choses ne sont pas séparées, elles interagissent ensemble. Et souvent, on est dans un monde où on a séparé les choses comme ça. Voilà. Donc le jardinage, c'est pas l'écologie sans la lutte des classes, c'est pas vrai ça. Je vois souvent cette phrase passer. Si on se rappelle bien, avant l'abbé Lemire, dans les années 1883, il y avait une dame qui s'appelait Madame Hervieux, et qui avait, après ça a été porté par Monsieur Lemire, mais qui avait dit que chaque ouvrier devait avoir son jardin pour sa famille, parce que c'était bon pour lui. Élisée Reclus aussi, hein, il avait vu, hein, il a écrit, il lisait ses livres sur les sources et tout ça pendant la Commune, ils étaient déjà écolos. Quoi. Et parce que tout ça, c'est une histoire de, au-delà de nos problèmes du quotidien qu'on a, il y a une question philosophique derrière qui est en jeu. C'est la question de, comme tu disais, de notre relation au vivant. Alors je travaille beaucoup avec les enfants, mais on travaille le jardin par ce qui est l'équivalent du jardinage. On se demande pourquoi le jardinage est devenu un truc... parce que c'est le jardinage qui est la lutte des classes. Se réapproprier la terre partout, jardiner le moindre mètre carré, c'est la lutte des classes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, je travaille dans des classes aussi, dans des écoles. Et il y a un mot qui aussi, on se demande des fois, on pourrait dire le jardinage. L'écologie, c'est le jardinage sans la poésie. Un truc comme ça. Non, sans la lutte des classes, c'est la poésie. Non, la poésie est la lutte des classes. Et quant à l'action, souvent on m'a posé la question tout à l'heure, mais comment on peut convaincre le maire? Mais si le maire il veut se noyer, qu'il se noie. On fait ailleurs. On s'organise autrement. Et moi, par exemple, je suis quelqu'un qui ne peut pas travailler. Je ne peux pas travailler. Ou alors vous me mettez dans un hôpital psychiatrique si je dois travailler. Et d'ailleurs, j'y ai travaillé, mais pas en tant que patient. Et je ne sais pas... donc du coup, j'ai toujours été soit artiste précaire, soit au RSA. D'accord? Donc, effectivement, je ne suis pas forcément pour qu'on donne de l'argent aux gens comme ça, comme disait monsieur Prudhomme tout à l'heure, mais cette petite somme m'a permis de faire des choses hors du cadre. J'étais dans le cadre, mais en tant qu'artiste, je pouvais faire des choses hors du cadre. Et cette possibilité, je l'ai retrouvée quand des familles sont venues pendant le Covid, parce que moi je suis confiné depuis très longtemps, hein, j'habite un petit HLM, quand je suis arrivé au SMIC, j'étais heureux. Excusez-moi, c'est pas pour dire qu'il faut le garder. J'ai une famille aussi, tout ça, ça a été... J'étais heureux, c'était difficile, comme la vie est difficile. Mais, comment dire, il y a un minimum qui fait qu'on peut être hors du cadre. Et souvent les gens se demandent, mais comment ils font pour faire tout ce qu'ils font, ceux-là? Quand j'étais en Dordogne, il y avait une compagnie artistique, on marchait, on allait d'école en école, on serrait les mains aux gens, on chantait aux portes. Parce que l'intermittence, les spectacles dans les salles et tout, ça me gonflait. Je peux pas travailler comme ça. Je suis incapable. Je suis complètement allergique au néolibéralisme psychique depuis longtemps. Vous entendez bien le mot, néolibéralisme psychique. Ceux qui épuisent tous les salariés, qui mettent en burn-out tous les députés, qui mettent en burn-out tout le monde, quoi. Les gens finissent finalement à l'hôpital et je leur fais faire des jardins. Donc l'écologie, c'est pas du jardinage, sans la lutte des classes. C'est le cœur, pour moi. Et donc, dans ce qu'on transmet à Bayonne, et je ne sais pas comment la créer, parce que je n'ai pas prévu un projet, je suis incapable de faire une stratégie. Je suis incapable, alors il y a quelqu'un qui fait un peu les dossiers chez nous, mais je suis incapable de rentrer dans ces cadres de management qui vient juste dans nos associations. Nous, ce qu'on veut, c'est jardiner. Être ensemble,
Voilà. Et donc quand il y a les... Et à un moment donné, j'ai quitté la lutte de front. Et en jardinant, le cadeau que je peux avoir, c'est que j'ai compris qu'une graine pouvait se remettre à pousser parce qu'il y a un réchauffement climatique, alors qu'elle était depuis des années et des années dans le sol. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Une graine, elle pousse parce qu'il y a les conditions. J'ai même pas été besoin de demander au maire pour qu'elle pousse, elle a poussé toute seule. C'est ça que je te disais tout à l'heure. Voilà, donc c'est comme les révolutions. Bien sûr, on y travaille, hein, au changement, tout ça. Mais un jour, ben, c'est comme une inondation. Tout d'un coup, on se dit « Oh, ça tombe sur nous, oh, on n'a pas de chance, oh, oh. Nicole, il faut faire quelque chose, on va planter 3 arbres de plus l'année prochaine. Parce que le PS, il en a planté 3 de plus. Alors nous, on va en planter 4 de plus. » Donc on gère le monde comme ça, les arbres, tout. Tout est devenu une espèce de truc. Et donc, évidemment, moi, je ne suis pas issu, je suis à la France insoumise aussi, j'aime beaucoup. Mais moi, c'est plutôt ce côté poétique aussi, et philosophique. Parce que je crois que dans le XXe siècle, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau philosophique et qui commence à apparaître dans la science, dans la politique, etc. Et Jean-Luc l'a très bien compris. Jean-Luc l'a très bien compris. C'est qu'on interagit. Et que l'histoire de la LGV, c'est la même histoire que l'histoire de nos jardins ou que l'histoire de la Berry. Et que c'est quelque chose qui va se composer les uns les autres, pas en voulant changer quelque chose ou en ayant une dévotion devant un homme politique, mais parce que quelque chose va se dessiner par nos actions de ce que j'appelle la solidarité de l'instant présent. Mon fils, il m'a dit ça. Parce que ça aussi, c'est du jardinage avec mon fils, on jardine ça. Mais mon fils, il me dit, il devait faire un truc sur un travail sur la solidarité. Alors de suite, il me parle des grands projets, des ONG, tout ça. J'ai dit, mais non, regarde tes voisins. Est-ce qu'il n'y a pas une dame qui a besoin qu'on aille chercher du pain pour elle? Parce qu'elle met 3 heures pour y aller avec sa canne. Et toutes ces petites choses-là qu'on travaille avec les associations, souvent d'une manière précaire, ou très tard le soir, etc. Mais toutes ces choses-là, c'est ça qu'il faut mettre en valeur. Ça, c'est pas vraiment... C'est là où, par rapport à la France insoumise, si vous pouvez travailler pour aider à ce que les gens de l'action solidaire de l'instant présent, qu'on va avoir besoin, Jean-Luc il le dit aussi, on va avoir besoin de la solidarité de l'instant présent parce que le réchauffement climatique, il est là. Il est là. Donc quand je me lève le matin, la première chose que je vois, c'est qu'il est là. Et que je ne vais pas m'inventer des scénarios pour fuir cette réalité-là. Je vais travailler avec ça. Vous voyez? Parce qu'au-delà de nos problèmes, effectivement, aujourd'hui de classe, etc., avec les patrons, etc., la première souffrance qu'on a en commun, c'est celle-là. Voilà, c'est tout. Bravo. Merci beaucoup. Juste une petite précision et merci pour la réhabilitation du jardinage. Je suis d'accord avec toi à 100%. Pour avoir, oui, on en trouvera une meilleure. Juste par rapport à, tu faisais référence au revenu universel. Effectivement, j'ai dit qu'on était clairement opposé à ça. Et justement, parce que c'est le danger aussi, c'est qu'il remplace toutes les prestations sociales. Et nous, on est pour le maintien des prestations sociales et à un niveau qui ne soit pas celui du RSA, mais qui soit celui minima du seuil de pauvreté, pour que effectivement chacun puisse choisir. Et c'est aussi pour ça que notre garantie d'emploi d'État employé en dernier ressort est une proposition, elle n'est pas une obligation. Si les gens souhaitent effectivement, comme tu le dis, rester en marge de cet emploi, ils ne seront pas obligés. Néanmoins, on pense que c'est aussi, et tu es un cas à part, et c'est bien qu'il y ait des gens atypiques qui fassent perdurer ça. Et ça veut dire qu'on a travaillé aussi sur le soutien au monde associatif, parce que c'est dans ce cadre-là que tu évolues. Alors l'associatif, il prend mille formes, hein, des formes très organisées à des formes tout à fait gazeuses, comme d'autres mouvements. Et donc ça part de là, et puis ça part aussi vers la proposition effectivement de cette garantie d'emploi par l'État en dernier ressort. Donc voilà, il y a un spectre assez large pour que chacun trouve sa place et soit en tout cas chacun en capacité d'avoir une existence digne. Voilà, je voulais juste rajouter ça par rapport au revenu universel, qu'il n'y ait pas d'incompréhension.
question que je voulais poser, je voulais parler de ça, c'est la question des stocks alimentaires. Donc pendant le Covid, il y a une chose qui a été claire au Pays Basque. Alors tout le monde dit effectivement, mais je crois qu'on rêve. Tout le monde voulait aller chez le producteur, aider les producteurs locaux. On produit 3% localement. Donc s'il y avait eu les camions qui s'arrêtaient, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de légumes. Alors on avait de la viande, de la bidoche, il y en avait, quoi, parce qu'on ne pouvait plus l'envoyer en Chine et puis au Japon. Donc là, elle était moins chère, et puis, etc. Mais en vrai, on était à deux doigts d'une catastrophe, là. Oui. Voilà. Et donc, donc il y a une question de comment on passe d'une agriculture, parce qu'en fait, c'est le seul truc régalien qu'on n'a pas mis dans le régalien, c'est l'agriculture. Parce que voilà, c'est devenu du jardinage, on le fait un peu pour le loisir. Et tu vois, la question du stock alimentaire. La question de l'autonomie, voilà. L'autonomie alimentaire, elle est au cœur de notre réflexion, et c'est pour ça qu'on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure avec Pierre, mais en remettant la question des besoins au centre, ça veut dire que nous, déjà, on n'a plus de ministère de l'Agriculture, on a un ministère de la Production alimentaire, dont l'objectif, c'est que là où on est effectivement parfois à 3%, parfois moins, d'autonomie alimentaire et qu'on est dépendant de tous les flux extérieurs, comment on remet la mission première des agriculteurs et des paysans dans ce pays à produire une alimentation déjà pour la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire qu'on ne soit pas dépendant de la Chine ou de je ne sais quel pays pour manger. Et une fois qu'on aura réalisé ça, on pourra continuer à produire pour aider s'il faut nos voisins. Mais première chose, souveraineté alimentaire. Ça évitera aussi qu'on envoie des poulets surgelés à 4,50 € du kilo sur le marché de Bamako, moins cher que la production locale, et tuer les agriculteurs des pays du Sud, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure aussi, et je voulais en dire 2 mots. Donc tout ça est parfaitement cohérent, et voilà, c'est comme ça qu'on va prendre le problème. On va essayer de les régler en partant effectivement des besoins immédiats locaux de la population. Il est 23h45, il faut qu'on s'arrête, Caroline. C'est ça, je suis désolée, mais là il va falloir qu'on s'arrête parce qu'il commence à être tard. Loïc, non, tu veux conclure sur quelque chose? Je ne sais pas si c'est moi qui dois conclure la soirée ou pas. Oui, on propose à Loïc de conclure. Et après, comme ils ont beaucoup parlé, ils ont très soif et ça va être l'heure d'aller boire un coup quand même pour remercier tout le monde. Avec les masques, vous prendrez des pailles, vous vous débrouillez, chacun sa méthode. Tu veux que je conclue comment, Caroline? Parce que tu m'avais donné des directives un peu, mais je ne sais pas si je dois les respecter ou si je dois m'en soumettre. Quel mensonge. Soit... On va régler ça tout à l'heure. Oui, exactement. Soit tu fais un melting pot, soit tu nous présentes l'Union populaire. C'est toi qui vois. Comme tu te sens face à ces gens extraordinaires et merveilleux que tu as en face de toi. D'abord, vous remercier d'être venus nombreuses et nombreux, ça fait plaisir. Et faire les deux à la fois, c'est remercier nos intervenants qui ont accepté, et aux camarades ici insoumis dans les Landes qui ont permis cette rencontre. Et dire 2 mots, c'est que effectivement, c'est aussi ce que nous on essaye de porter. Ça a été dit, la diversité et la diversité des points de vue, les échanges. On n'est pas forcément tous d'accord, on a parfois des divergences, mais en tout cas, on arrive à se retrouver sur des points vraiment d'intérêt général. Et en fait, c'est toute la logique qu'on est en train de développer autour de notre proposition politique. Et je ne vous demande pas d'être tous convaincus, même si je le souhaite, mais c'est se retrouver autour de mesures majoritaires. Et c'est venu comment cette affaire-là? Parce que déjà c'était un petit peu notre façon de voir, d'essayer de convaincre que notre gauche de rupture, comme je l'appelle, elle est celle qui sait répondre aux défis sociaux, aux défis environnementaux qui se posent à nous aujourd'hui. Et donc il y a eu ce sondage qui a été fait l'été dernier, et qui nous a laissé un petit peu scotchés, tous à la France Insoumise, sur les mesures programmatiques qu'on proposait. On a fait réaliser un sondage par Harris Interactive sur quelques mesures, par exemple le premier mètre cube d'eau gratuit, la sortie immédiate du glyphosate, l'augmentation du SMIC, l'encadrement de l'agro-industrie. On a balancé ces questions-là, et sur la majorité, sur toutes les questions, consensus, enfin pas consensus, mais volonté majoritaire des Français, quelle que soit leur conviction politique, entre 60 et 90%, sur les mesures que nous portons, sur les mesures de l'avenir en commun qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Donc c'est ça en fait l'Union populaire, c'est se retrouver autour de mesures qui sont urgentes, consensuelles, et qui peuvent regrouper une majorité de gens aujourd'hui dans ce pays pour changer
profondément, du sol au plafond, la façon dont les choses se passent, sur tous les registres. Et je ne vais pas démarrer là-dessus, sinon on est jusqu'à, pour le coup, 23h45. Mais les mesures sanitaires, la façon dont cette crise est gérée ou pas gérée, sur l'environnement, sur le réchauffement climatique, sur l'organisation des transports et les transports du quotidien, bref, tout est à revoir, du sol au plafond. Donc c'est sur la base de ces propositions qui font majorité qu'on s'appuie, et donc voilà, c'est aussi l'illustration, parce que voilà, quand ISF Agrista attaque, défend une sécurité sociale de l'alimentaire, et que nous, on s'en saisit politiquement, et moi j'ai beaucoup travaillé sur cette question, en disant ok, on va démarrer par une garantie d'accès à une alimentation choisie, avec des expérimentations au niveau territorial, quand voilà, toutes les assos se battent pour les transports du quotidien que nous on ferraille depuis des lustres, au Parlement depuis 4 ans et demi, dans les conseils régionaux depuis bien plus longtemps que ça, depuis parfois 10 ans, pour retrouver des trains du quotidien, et qu'on partage finalement, on se partage des analyses avec le CAD, on voit qu'il y a des nécessités. 90% des Français sont à moins de 10 minutes d'une gare, sauf que parmi ces gares, les 2 tiers seulement sont desservis, et les autres, il n'y a plus rien. Donc ça fait beau jeu d'être à 10 minutes d'une gare, si juste il y a des herbes folles qui poussent au milieu, et que les chèvres, ils sont en goguette, quoi. Bon, voilà. Voilà un petit peu comment je voulais conclure cette soirée-là. Vraiment, vous remercie chaleureusement pour ça, parce que je pense que ça donne à voir ce que nous sommes profondément politique. Et je remercie aussi, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, ah oui, c'est Victor qui a dit, nous ne sommes pas apolitiques, mais nous sommes en gros apartisans. Et ça fait plaisir, parce que combien de fois je rencontre des associations qui me disent « nous on ne fait pas de politique ». Mais vous ne faites que ça, les amis. La politique, c'est comment on s'organise pour vivre ensemble. Et le CAD a une vision, un projet politique sur comment on vit ensemble, parce qu'ils défendent des trains du quotidien et la défense de l'environnement. Donc ils ont un projet politique qui effectivement, ils sont partie prenante dans aucun parti, dans aucune organisation partisane. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que nous faisons tous de la politique, et nous on prétend essayer de donner un débouché, pour le coup, un débouché pour changer les choses, un débouché politique, au sens gouverner ce pays, pour que finalement on se retrouve sur l'essentiel, la protection des biens communs et la défense de l'intérêt général, partout où il doit se trouver, partout où on doit le reconquérir, parce que le mot de conquête a été évoqué. Il n'y a pas d'acquis, la preuve c'est qu'on en a perdu tellement, c'est qu'il y avait des conquêtes, et que maintenant il faut à nouveau reconquérir tout ce qui a été perdu, et puis aller au-delà, conquérir au-delà de ce qu'on a perdu, parce que c'est aussi la question, et c'est un syndicaliste qui vous parle, c'est que parfois juste promettre aux gens qu'on va sauver le minimum, ça fait pas franchement rêver, quoi. Donc nous on dit on va conquérir des nouvelles choses. On va non seulement revenir sur tout ce qu'ils nous ont piqué, mais on va leur en prendre, parce que là ils nous ont fait les poches, et donc on va revenir 4 jours de travail par semaine, et le SMIC à 1400, etc., etc. Donc on va tout leur reprendre, mais ça on le fera ensemble. Merci à toutes et à tous.